dont Charles Préau, qui est responsable du diplôme d'ingénieur cyberdéfense et de Cybersecurity Center à l'Université de Bretagne Sud. Je crois que la question de la cyberdéfense a été évoquée tout à l'heure par monsieur le recteur. Yves Groens, qui est responsable scientifique du plateau technique compositique, pardon, je ne me suis pas trompé. Laurence Dubois, qui est ingénieur pédagogique à l'Université littorale Côte d'Opale. Y avait-il un E à rajouter quelque part ou c'est bon? Et François Hanoc, enseignant et responsable pédagogique également à l'Université littorale Côte d'Opale. Pardon, ce n'est pas du tout un lapsus révélateur. Non, inutile de croquer ça sur le dessin, c'est pas... écoutez, juste peut-être, est-ce que tout le monde est inscrit sur WhatsApp ou il y a besoin de répéter le numéro de téléphone si certains parmi vous veulent s'accrocher au fil de discussion? On va dire non, d'accord. Bon, messieurs, dames, c'est vous qui allez rentrer, en fait, qui allez commencer à travailler. Moi, je vais aller m'asseoir à côté de vous, avec peut-être une première question qui est une question bateau. Ça va être le comique de répétition pendant 2 jours. On va peut-être commencer par la base, en fait. Pour vous, qu'est-ce qu'innover en formation? Peut-être monsieur Préau, pour attaquer le sujet. Ça marche? Oui. Bon, qu'est-ce qu'innover en formation? C'est un challenge. Innover, c'est faire du neuf. Lorsque nous avons monté avec un panel d'entreprises cœur de métier de la cyberdéfense, on s'est posé cette question de comment former à des métiers qui ne sont pas encore très bien dessinés aujourd'hui, dont le contour est encore un peu flou, dont les attentes des entreprises n'est pas forcément parfaitement déterminées. On est sur des métiers nouveaux et le premier facteur de l'innovation, c'est de répondre le mieux possible à des enjeux. Quels sont les enjeux? Les enjeux, ils ont été déterminés en 2012, quand on a voulu monter cette première formation d'ingénieur en cyberdéfense en France. Le premier enjeu, c'est celui de la gouvernance. Comment gouverne-t-on des systèmes d'information, des systèmes industriels qui sont cyberattaqués en permanence? L'actualité est là pour nous le montrer. En ce moment, sur la 5e chaîne, il y a un débat autour de l'attaque massive qui a lieu. Le deuxième enjeu, c'est la maîtrise technologique. Qui maîtrise aujourd'hui, dans le monde, les technologies que nous utilisons? Est-ce que la France est en posture de maîtrise? Est-ce que l'Europe est en posture de maîtrise? Le troisième enjeu, c'est celui de la confiance que l'on peut avoir dans les outils que nous utilisons au quotidien, nous, évidemment, au niveau académique, mais aussi nous en tant qu'internautes de base, ou aussi nous en tant qu'entreprise. Tous ces enjeux imposent d'innover pour répondre, en fin de compte, à 3 objectifs. Le premier objectif qu'on s'est fixé, c'est la sensibilisation. Alors, je ne le développe peut-être pas maintenant. Pas forcément maintenant. Le deuxième objectif, c'est la formation, évidemment, on est là pour ça. Et je développerai plus tard comment. Et le dernier objectif, c'est l'entraînement, parce que dans ces métiers très spécifiques, la formation ne suffit pas. Il faut s'entraîner, parce que le domaine est pluridisciplinaire. Et si je peux me permettre de vous relancer sur un point, lorsqu'on a discuté pour préparer cette table ronde, vous aviez parlé des enjeux, ce qui a un objectif de l'innovation, mais vous aviez aussi parlé de ce qu'il y a avant. Ce que vous m'aviez dit, c'est que l'innovation en tant que telle, innover pour innover, ça n'a pas de sens, mais innover doit permettre de répondre à une transformation. Oui, voilà. Donc on est maintenant au cœur d'un enjeu de transformation extrêmement profond de la société, qui est celle de la confiance dans les outils numériques que nous utilisons tous les jours. Les cyberattaques continuelles d'intensité de plus en plus croissante sont comme des tests qui vont probablement nous emmener vers un Fukushima numérique. Une sorte de grand soir des attaques. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, les entreprises sont extrêmement inquiètes face aux risques et aux menaces qui pèsent sur leurs actifs numériques, sur leurs enjeux stratégiques, etc. Et nous demandent de dimensionner des offres de formation, de sensibilisation et d'entraînement pour pouvoir les aider à cette transformation numérique et surtout les aider à résoudre un certain nombre de défis que pose
cette grande transformation numérique. Merci. Monsieur Groens, beaucoup de choses ont peut-être été déjà dites avec la transformation avant l'innovation et un objectif d'enjeu, entre guillemets. Pour vous, l'innovation en formation, comment ça pourrait se définir ou se qualifier ? Alors, je n'ai pas vraiment de réponse. Moi, je suis plutôt investi sur la partie recherche, laboratoire. Donc, la partie pédagogique, je dirais, voilà, je l'assure en tant qu'enseignant-chercheur. Ce que je vois aujourd'hui, c'est l'innovation plutôt comme un état d'esprit à essayer de transmettre. Je suis assez surpris pour avoir fait quelques discussions avec des étudiants qui s'étaient assez peu finalement, se sentaient assez peu finalement des acteurs de l'innovation. Donc voilà, il y a un besoin de transférer ce genre de concept, un besoin voilà, qui fait partie de l'agilité du quotidien, qui a un besoin d'innovation permanent. Deuxième chose, c'est, je trouve que la formation continue dans les entreprises, pour ce que j'en vois aujourd'hui, il y a une forte demande, même au plus haut niveau, et des réflexions à mener. Alors peut-être que ce sera l'objet de débats sur, par exemple, un doctorat en formation continue. Il y a des expériences, il y a de la demande, il y a de l'attente aujourd'hui dans des entreprises. Ça me semble aussi un point d'innovation assez majeur. Et puis le dernier point, peut-être je reviendrai tout à l'heure dessus, c'est sur la possibilité ou les outils qu'on peut avoir à disposition pour aller sensibiliser en fait dans les entreprises directement et ressentir le besoin en formation continue. Donc ça, je reviendrai sur des expériences plus personnelles après. Merci. Madame Dubois. Comme ça, on aura un panel également, puisque vous êtes sur un champ de réalité virtuelle, donc en termes d'innovation, vous avez aussi une certaine vision des choses, on va dire. Et, comme je suis des architectes de formation, c'est beaucoup l'espace. Et donc là où on va enseigner, premièrement. Donc on va chercher des espaces modulables pour s'adapter à différentes pédagogies. Après, être créatif, toujours. Et ensuite, c'est aussi donc l'outil numérique qu'on va utiliser pour former. On va avoir aussi, grâce au geste, qui va être important aussi dans l'espace virtuel. Et M. Hanoc, pour finir ce premier tour de table. Merci. Moi, je prendrais peut-être un peu le chemin du détour, à savoir que lorsque m'a été posée la question de la participation à cette table ronde, j'étais enchanté, ravi même, et je me suis posé la question, mais finalement, l'innovation, c'est quoi? Et donc, j'ai endossé ma vieille casquette de prof de lettres, de la formation initiale, et j'ai fait un peu d'étymologie. Et grande surprise, parce que l'innovation, en fait, ça renvoie à des choses auxquelles on ne s'attend peut-être pas. Je vous livre comme ça à la volée quelques signifiants. Hein. Revenir à, renouveler, rendre nouveau, refaire et restaurer. Entre l'idée donc, de la nouveauté à tout prix et l'idée de revenir à, il y a déjà quelque chose en soi qui interroge. La deuxième chose aussi, on passait cette approche un peu étymologique, le sens du terme, le sens d'évolution aussi à travers le temps. Là, il a fallu attendre à peu près donc, la grande crise de 29, à peu près donc, à cette époque-là dans l'histoire, pour que le terme d'innovation prenne un sens positif. Quelque chose qui, en soi, allait de pair avec la modernisation de la société. Mais jusqu'avant, l'idée d'innover, l'innovation était plutôt pressentie, ressentie comme étant une perturbation d'un ordre stable, d'une sorte de garantie contre l'instabilité, voire le chaos. Donc il y a quelque chose qui en soi est interrogeant, le fait qu'en l'espace de quelques générations, ce terme soit devenu chez nous, dans notre culture, si populaire et voire complètement naturalisé. Ce qui m'amène au dernier point, c'est se poser la question, dirais-je, d'une définition potentiellement acceptable par tous. Donc j'ai cherché dans mon domaine, qui est les sciences de l'éducation, et j'ai recensé dans la littérature 300 définitions de ce qu'on pourrait appeler innovation. Au choix, où on vous laisse en tête-à-tête jusqu'à demain. Je resterai avec ces 300 définitions, mais il va de soi que ce terme, à mon avis, qui est devenu quasiment un leitmotiv, je n'oserais pas dire notre langue, mais quand même un leitmotiv, regroupe donc des significations complètement différentes selon les espaces dans lesquels on se situe. Voilà.
selon les postures que nous occupons aussi, voire même selon nos domaines de spécialité. Alors, à mon avis, essayer donc de se mettre au point ou d'accord sur une définition commune de ce que pourrait être l'innovation est peut-être un challenge assez intéressant pour ces 2 jours. Et pour complexifier, peut-être, Jonathan, quand vous avez le micro, la question sur la définition d'innovation, est-ce qu'on doit parler d'innovation au singulier ou d'innovation au pluriel? Désolé, même un Toulousain comme moi ne peut pas le prononcer, est obligé d'épeler. Dirais-je les deux? L'innovation en tant peut-être que pensée, on va dire quelque chose qui traverse notre société moderne, une espèce donc de grand paradigme. L'innovation peut-être avec un petit i au pluriel, dans le sens où ce terme va prendre donc des significations différentes selon les contextes dans lesquels on se situe. Voilà. L'innovation, dirais-je, est-ce que c'est faire du nouveau? Je ne sais pas. Est-ce que c'est revenir à des choses qui ont déjà pu faire preuve et à quelque part les recontextualiser? C'est aussi, à mon sens, une définition acceptable. En tout cas, dirais-je, à minima, dans les quelques définitions que j'ai pu parcourir, par les 300, vous l'imaginez bien, il y a l'idée de contexte qui apparaît. L'importance donc du contexte. Voilà. Messieurs, est-ce que sur cette question de l'innovation au singulier ou au pluriel, vous vous sentez d'intervenir ou nous tendons le micro éventuellement à la salle pour voir qui a suivi? Oh, ben alors on va se tourner vers la salle. Ah oui, juste pour ceux qui ne me connaissent pas, il est très risqué d'être au premier rang, puisque s'il n'y a pas de questions qui sont posées de bonne volonté, j'ai tendance à tendre le micro au premier qui me tombe sous la main. Donc, et les retardataires ayant parfois... Monsieur Gonzalez, sur la question de l'innovation singulier-pluriel, peut-être en tant que président de la FCU, l'objet pour moi c'était de savoir si est-ce qu'on doit parler d'innovation pédagogique exclusivement, mais oui, vous, ou peut-on au contraire élargir le champ et parler d'innovation organisationnelle, d'innovation en termes de positionnement économique, que sais-je d'autre, voire, puisque j'ai suivi les échanges de l'après-midi sur WhatsApp, est-ce que la certification de service de la FCU est une innovation finalement, ou est-ce une évolution? Vous avez de la chance d'être au premier rang. En plus. Merci. Parce qu'il y avait plusieurs questions en fait. Bon. Alors je vais revenir, je vais essayer d'éclairer à partir des propos de Franck. Je crois que, en fait, nous, on est confrontés à un ensemble d'innovations qui sont effectivement des innovations organisationnelles. Alors, la certification de service, c'est pas une innovation en tant que telle, mais elle concourt à apporter cette dimension-là, et des innovations aussi pédagogiques qui sont importantes, mais pas simplement aussi au travers de la mise en œuvre d'un certain nombre de textes, des innovations plus administratives. Et en fait, on est sur un écosystème d'innovation qui doit faire que l'ensemble de ces dimensions soit en concordance. Après, je crois que la caractéristique des services de formation continue, c'est d'avoir en permanence la culture de l'innovation sans S. C'est-à-dire la nécessité d'interroger en permanence ces pratiques pour apporter des réponses différenciées, adaptées à des publics qui sont de plus en plus différents et qui viennent chercher à l'université, dans nos services, moins peut-être des parcours vers la certification sous une forme, je dirais, de continuum, et plus l'idée d'aller chercher des réponses à des évolutions dans leur métier, des évolutions dans leurs environnements. Donc je dirais qu'on est à la fois confronté à cette nécessité de garder cette dimension d'innovateur permanent, si je puis dire, et encore une fois, ça ne parle pas qu'au personnel ingénieur, mais vraiment à l'ensemble des équipes, parce que c'est un écosystème qui doit fonctionner de façon coordonnée. Et quelquefois, on le sait, c'est souvent le maillon le plus faible qui fait qu'on perd de la qualité. Donc on est dans l'idée que l'innovation, c'est ce qui nous fait fonctionner, depuis l'origine. Y compris parce qu'à l'origine, probablement que la formation continue à l'université n'était pas au centre des préoccupations des dirigeants des universités, donc des présidents. Et en même temps, on est confronté à des innovations multiformes, que j'évoquais tout à l'heure, sur des plans, encore une fois, pédagogiques, organisationnels, administratifs. Et je pense que c'est donc une réponse qui met un S de temps en temps et qui fait de l'innovation quand même l'élément un peu fédérateur de nos services. Il faut faire attention,
parce que la tendance à nous juger sur la performance, le milliard, peut nous amener à oublier cette dimension-là. Et là, ce serait une catastrophe parce qu'on deviendrait des services purement, je dirais, de pilotage administratif, et on perdrait cette qualité qui existe depuis maintenant de nombreuses années. Ce n'est pas le sens de l'histoire. A priori, ce n'est pas le sens de l'histoire, mais comme on dit souvent, le diable se nichant dans les détails, il faut aussi regarder les détails. Si des ministères sont dans la salle et veulent parler des détails, non. Bon, tant pis. Non, je n'oserais pas. Bon, y a-t-il dans la salle des personnes qui souhaiteraient réagir ou finalement dire aussi ce qu'ils sont venus chercher ici en termes d'innovation? Non? Bon. N'hésitez pas, sinon avec WhatsApp, ça peut éviter de prendre le micro, mais ça peut aussi faire passer des messages intéressants pour nous. On va reprendre le fil de notre discussion avec M. Groens. Je crois que c'est comme ça que nous avions défini, sauf erreur de ma part, pour parler un petit peu de votre expérience. Je crois que vous aviez une vidéo de présentation, si on peut éventuellement la lancer maintenant. Comme ça, derrière, ce sera peut-être plus facile de représenter. Donc, je sais pas si c'est lancé. Nouvelle technologie dit nouveau métier, une Oula, c'est pas la formation en peine impression 3D forcément de vient de mettre voir le le son. jour à Lorient grâce à un partenariat entre l'Université de Bretagne Sud, le plateau Bon, technique compositique et le Bon, je Créafab parlais, du Pays de un peu plus Lorient. fort. 12 stagiaires On peut suivent baisser le actuellement son. Oui, on cette peut baisser le son, formation. oui. Reportage de Céline Lestrade. Donc c'était juste, voilà. Donc c'était juste pour illustrer. Voilà, c'était pas forcément d'avoir le son. Donc on a lancé à l'Université de Bretagne Sud une expérimentation sur la création d'un plateau technologique, comme ça peut se faire un petit peu partout dans toutes les universités. L'idée étant de sortir, on va dire, des locaux de l'université, s'installer sur un parc technologique, un parc industriel, avec un certain nombre d'ingénieurs et d'enseignants-chercheurs pour aller, on va dire, développer des nouvelles technologies. C'est des choses que vous pouvez voir derrière. En gros, de l'impression 3D, mais des choses aussi plus grosses que ça, de l'automatisation dans le domaine, on va dire, de la production de matériaux un peu spécifiques. On va faire de l'impression 3D pour faire simple et aider des industriels à développer leurs compétences dans ce domaine-là. Alors cette expérience, je dirais, est toujours enrichissante d'un point de vue, je dirais, la innovation, recherche, développement, aucun problème. Les attendus sont bien là. On offre de la prestation, on fait du projet collaboratif, enfin, des choses très, très classiques avec une certaine dynamique, on va dire, qui se fait, puisqu'on a encore des ingénieurs du privé, des entreprises, qui sont confrontés de façon journalière avec des ingénieurs de l'université. Donc voilà, une vie en commun qui peut faire germer un certain nombre d'idées. Alors parmi les idées qui ont germé assez rapidement, c'était l'idée d'une formation spécifiquement dédiée à ces nouveaux outils, même s'ils ne sont pas si nouveaux que ça, mais en tout cas à leur démocratisation, donc un diplôme universitaire sur finalement de l'impression 3D. Alors un champ assez vaste, assez interdisciplinaire, ça va depuis l'informatique, l'électronique, les matériaux, la chimie, la programmation, enfin beaucoup de choses, on va même dire technologie, quelques enjeux sociétaux aussi sur les problématiques de copie, de propriété intellectuelle et autres. Enfin, voilà, en tout cas, de faire une offre de formation continue dans ce domaine. Alors c'est assez intéressant parce que je dirais que je pense que si on n'avait pas fait cette étape de création d'un espèce de plateau en fait de vie en commun avec les industriels, je pense qu'on n'aurait pas forcément détecté la pertinence du besoin. On l'a vraiment ressenti par effectivement cette vie en commun. Alors aujourd'hui, on souhaite aller plus loin, c'est-à-dire qu'effectivement, ce diplôme universitaire vie sa vie augmente même en termes de demande. Il y a effectivement des initiatives qui ont été reprises aussi dans d'autres universités, et c'est très bien. C'est aussi de pouvoir proposer peut-être des modules plutôt que ce package finalement, même s'il n'est pas très contraignant, mais qui est quand même engageant, on va dire, sur une année universitaire, de proposer des modules peut-être plus
plus concret ou plus appliqué à certaines problématiques que rencontrent ici les partenaires industriels dans ces domaines-là. Peut-être de rebalayer aussi, c'est peut-être l'occasion, de rebalayer aussi une carte de formation existante finalement dans un catalogue de formation continue, et peut-être de le retravailler aussi à l'aune de ces nouveaux enjeux. Voilà, surtout, je vois certains modules qui n'ont pas été forcément activés depuis assez longtemps, alors qu'effectivement, ils pourraient l'être sur ces problématiques liées à ces nouveaux outils finalement de création. Donc voilà, c'était un petit peu le... Et qui a été à l'origine finalement de la rencontre entre l'université et l'entreprise autour de ce projet de plateau technique ? Alors ça a été, je dirais, la rencontre entre des industriels qui étaient assez proactifs, des universitaires qui avaient envie de vivre une expérience différente, des collectivités qui avaient envie d'aider ce genre d'initiative. Donc voilà, je dirais un écosystème qui était favorable à ce moment-là, à l'éclosion de ce type d'initiative. Comme toute initiative, elle a une vie à suivre. Ça fait 4 ans qu'elle vit. Elle a un système à autofinancer aussi et à trouver son business model. Pour l'instant, elle l'a. Je touche du bois pourvu que ça dure. Et aujourd'hui, on peut se projeter sur peut-être la deuxième étape. Et honnêtement, la réflexion autour de la formation continue fait partie effectivement de ces réflexions, de ces pistes de réflexion. Ce que vous m'aviez dit lorsqu'on s'est parlé, c'est que finalement la formation continue était le lieu de rencontre privilégié entre l'université et l'entreprise, pour vous, au travers de l'expérience que vous avez vécue. Oui, tout à fait. Alors effectivement, ce diplôme universitaire, encore une fois, quand on crée un diplôme et qu'on est à peu près les premiers à le créer, ça génère une émulation. Et comme toute nouvelle technologie génère aussi une émulation, il y a pas mal de potentialités, encore une fois, de rencontres. C'est vrai que ce sont des outils, on est peut-être sur le pendant finalement de la partie numérique, c'est-à-dire on rend matériel finalement toute une vie numérique au travers de cette impression 3D qui fait rebalayer un certain nombre de questionnements qui paraissaient peut-être anciens et aujourd'hui qui trouvent en tout cas un potentiel de créativité, de réflexion commune autour de ce diplôme universitaire. Donc effectivement un lieu de rencontre et même de génération de nouveaux projets. D'accord. Donc plus que l'aspect technologique, c'est l'aspect organisationnel qui a été générateur de progrès et d'avancées dans vos relations avec l'entreprise. Ou avec le monde économique, on va dire. Oui, tout à fait. Non, bien sûr. Il y a effectivement un prétexte qui est effectivement un aspect très technologique. Mais après, effectivement, il y a un aspect, encore une fois, de créer des modes de relations un petit peu différents, qui, je pense, fait partie aussi de l'aspect innovant de la chose. Vous parliez d'un modèle intégratif sur l'organisation. Oui, alors intégratif, je ne sais pas ce que j'ai voulu dire à ce moment-là, je suis fatigué. Ça m'aurait rendu service, vous le sachiez mieux que moi, en fait. Non. C'était peut-être dans la possibilité, effectivement, de regarder autour de ce mode d'organisation, ce qu'on pouvait effectivement y mettre. On y a mis de la technologie, on y a mis effectivement des modes organisationnels un petit peu différents de ce qu'on connaît traditionnellement, même dans les laboratoires universitaires. Et on veut regarder aujourd'hui ce qu'on pourrait y mettre aussi au travers de la formation, et donc de la formation continue. Merci. Est-ce qu'il y aurait des demandes, des questions ? Non, c'est clair. Bon, on va peut-être continuer alors les présentations. Monsieur Préau, vous aussi, vous aviez une présentation à faire, à diffuser ? Je ne sais plus. Oui. Oui. On me dit oui, donc c'est oui. Je préférais vérifier avec vous. On va peut-être pas mettre le son aussi, oui, pour éviter. Moi, je voudrais rebondir en introduction sur ce que François nous a donné tout à l'heure comme éclairage, qui m'a bien plu. Non, c'est pas ça, non. Sur faire du neuf et aussi savoir recycler des choses déjà faites, etc. Parce qu'en fin de compte, ça s'adapte très très bien à ce qu'on a essayé de faire. Pourquoi ? Parce que quand on forme à la cyberdéfense, on est sur des métiers nouveaux. Donc, on a essayé d'innover sur le plan technique en développant un centre de gestion de crise, une sorte de simulateur où on va simuler une grosse entreprise française qu'on appelle un opérateur vital et on va le cyberattaquer nous-mêmes pour former nos étudiants à la défense. Vous le savez, l'attaque, on ne peut pas former dessus pour des raisons juridiques.
Avec peut-être juste pour présenter de manière un peu plus spécifique un cadre particulier, oui. Vous êtes un centre unique, sauf Oui. erreur de ma part, et avec un certain nombre d'entreprises partenaires. Voilà. Alors, je voudrais juste finir ma phrase, sinon elle va être déséquilibrée. Et il y a un deuxième volet où on recycle de l'ancien, c'est-à-dire qu'on emmène nos jeunes sur une île que l'Université de Rennes 1 nous ouvre gracieusement dans le golfe du Morbihan, pour les former à la gestion de crise facteur humain. Et là, on n'est pas dans le domaine des sciences de l'ingénieur, on est vraiment dans le domaine des sciences humaines et sociales. C'est extrêmement important pour former des jeunes, par exemple, à la prise de décision dans l'urgence, former des jeunes à l'anthropologie, former des jeunes à l'éthique, former des jeunes capables, en réalité, de comprendre les enjeux qui sont les nôtres. Donc, en fin de compte, ce type de formation, qu'il s'agisse en formation initiale ou en formation continue, impose d'être sur deux domaines, les sciences de l'ingénieur et les sciences humaines et sociales. Et pour ça, on fait des exercices pendant jour et nuit, pendant 2 jours et 1 nuit, un peu à la mode Koh-Lanta, vous voyez, avec des exercices de franchissement, aussi bien en mer que sur terre, pour montrer la dynamique de l'équipe, montrer toute la limite qu'un homme peut avoir, parce que quand on veut gérer des crises d'ampleur, il faut être capable de travailler d'une manière collective. Là, vous voyez quelques images qui apparaissent dans le centre de gestion de crise, et je vais pouvoir répondre maintenant à votre question. Ce centre de gestion de crise, dont vous voyez quelques images apparaître sur votre écran, est un centre unique que nous avons créé dans le cadre d'un partenariat public-privé, dans le cadre d'une montée de fonds d'à peu près 1 500 000 €, qui a permis de monter un centre de simulation unique à ce jour en Europe, où on peut simuler des infrastructures vitales du pays, systèmes d'information, systèmes de télécommunications, systèmes industriels, et de former des jeunes à la gestion d'incidents et à la gestion de crises d'ampleur, un peu comme celle que vivent un certain nombre d'entreprises actuellement. Aujourd'hui, il n'y a pas de lieu en France pour former les entreprises à de la gestion de crise d'ampleur. Et c'est pour ça qu'on a créé ce moyen, avec un appui du MEDEF non nul sur le plan financier. Faire sortir le MEDEF de l'argent, c'est pas évident. Ils ont quand même investi 350 000 € dans ce dispositif. Ce dispositif est irrigué par la recherche grâce aux enseignants-chercheurs. Prenons un exemple. Dans la gestion de crise, il y a une problématique extrêmement importante qui est la gestion du stress. En général, le stress, les capteurs humains sont à l'action. On voit, on entend, on touche. Et c'est ça, lorsqu'on voit une situation stressante, qui fait générer un stress chez l'homme. Là, on ne voit rien, on ne sent rien, on ne touche rien. Quand une attaque sévit, on s'en rend compte ou pas. Souvent, on ne s'en rend pas compte. Ou si on s'en rend compte, c'est par ses effets induits. Donc, ceux qui gèrent ce genre de situation font l'objet d'un stress de type cyber qui n'est pas encore investigué dans le cadre scientifique. C'est pour ça qu'il y a des équipes de l'APSTIC actuellement, qui est un laboratoire de recherche, qui travaille sur ce domaine-là et qui va faire des publications dans ce domaine pour montrer qu'on peut combiner recherche, formation initiale, formation continue et des moyens d'envergure, sachant que si ce moyen a été financé aussi par un certain nombre d'entreprises privées, c'est pour qu'elles puissent l'utiliser. Prenons un exemple, une entreprise va développer un plan de reprise d'activité, je pense par exemple à une grande banque, c'est-à-dire si elle est cyberattaquée, elle a imaginé le plan qui va lui permettre en quelques heures de reprendre son activité après attaque. Le problème, c'est qu'elle ne peut pas jouer ce plan. Elle ne va pas s'attaquer elle-même pour voir si elle est capable de mettre en œuvre ce plan. Eh bien, on peut mettre en œuvre ce plan dans ce simulateur avec les acteurs de l'entreprise pour pouvoir vérifier la faisabilité du plan stratégique qui a été défini. Est-ce que ça a nécessité de revoir les méthodes de travail, que ce soit pour créer les formations ou que ce soit pour les dispenser derrière par rapport à ce qui pouvait exister avant? C'est une très bonne question et il faut bien comprendre que ça a été pour nous un vrai défi. C'est comment répondre à un besoin qui est mal exprimé, forcément, besoin de formation initiale et continue, qui est mal exprimé parce qu'aujourd'hui, tout le monde découvre un peu ce nouveau monde. Et là, on est parti sur un principe assez simple. Le premier principe, c'est la co-formation, c'est-à-dire que l'université seule ne peut pas former. On ne peut pas prétendre avoir toutes les compétences tellement elles sont complexes.
Souvent, quand on parle de cyberattaque, les gens associent ça au domaine de la sécurité informatique. C'est comme ça qu'on parlait il y a 15 ans. Aujourd'hui, une cyberattaque cible aussi bien un automate industriel, cible autant les réseaux de télécommunications par satellite, cible autant votre ordinateur, ce qui est le cas d'ailleurs des cyberattaques actuelles, puisque ce sont des ransomware, mais cible aussi, dans 70% des cas, l'homme. D'où les problématiques d'anthropologie, d'éthique et de formation de l'homme pour pouvoir lutter contre les attaques dont l'homme sera la cible. Les attaques au président, par exemple, sont des attaques qui ciblent non pas la technologie, mais l'homme. Donc là, il est certain que le principe, c'est la co-formation. C'est-à-dire que dans nos programmes de formation initiale et dans nos programmes de formation continue, eh bien, nous mettons en place des équipes mixtes, académiques d'une part, experts entreprises d'autre part, pour pouvoir monter ces formations. On a monté un catalogue de formation continue qui est basé sur ce principe. Et puis le deuxième principe, qui dérive d'ailleurs du premier, c'est la co-évaluation. Puisqu'on est en co-formation, eh bien forcément, on co-évalue. L'université n'a pas forcément la vision exhaustive de la bonne évaluation, surtout sur des pratiques relativement nouvelles et émergentes. Par contre, la co-évaluation est beaucoup plus riche. Elle se base d'abord sur une forme d'auto-évaluation de la personne en posture d'apprentissage et ensuite de l'évaluation faite par son tuteur ou son enseignant, qui soit en entreprise ou en école, avec une notion de tutorat extrêmement forte. Enfin, je ne vous cache pas qu'on tâtonne sur ces nouveaux métiers. On a une petite avance sur un certain nombre d'autres acteurs privés et publics. Nous avons eu plus de 300 visites l'année dernière sur notre centre pour qu'on présente un petit peu nos pratiques. On est extrêmement modeste en ce sens qu'on ne peut pas afficher qu'on maîtrise tout. Peut-être que dans 20 ans, on aura un discours beaucoup plus offensif et assuré. Ceci étant, je dirais qu'on innove en marchant. On essaye d'innover en marchant, mais jamais seul. Ça, c'est pas possible, tellement le domaine est vaste. Et peut-être une dernière question. Est-ce que le modèle que vous avez défini ou que vous êtes en train de définir pourrait être transposable sur d'autres champs de formation, que ce soit initial ou continu ? Alors, ou est-ce très lié finalement à la matière ? C'est une question difficile. Moi, je suis un expert de la cybersécurité, donc je connais bien ce domaine-là. La cybersécurité ou la cyberdéfense se caractérise par la pluridisciplinarité. Tout à l'heure, j'ai expliqué qu'on ne peut pas former si on ne maîtrise pas les mathématiques, l'informatique, les télécoms, l'électronique, parce qu'on attaque maintenant directement les composants électroniques, les systèmes industriels, mais aussi le droit, l'éthique, l'anthropologie, etc. Bon, il n'y a pas un enseignant qui peut dire « moi, tout ça, je connais, je maîtrise, poussez-vous, j'arrive, je vais vous expliquer ». Ce n'est pas possible. Donc, on est en expérimentation permanente, et on essaye d'innover avec des pratiques, des méthodes. Par exemple, nous avons mis en place un des travaux issus de la recherche, une méthode sur comment gérer des incidents et des crises, mais pas dans le monde réel, mais au titre de la formation et de l'entraînement. Donc quand je parle d'entraînement, je l'oppose à formation, en ce sens que la formation, on est sur des modules verticaux, on forme sur une des techniques, alors que l'entraînement, on va assembler l'ensemble des techniques, c'est-à-dire les sciences de l'ingénieur, les sciences humaines et sociales, la communication de crise, le management de la crise, la gestion d'équipe, la gestion de scénarios stratégiques, puisque ça se joue dans le niveau du cyberespace, donc à l'échelle mondiale. Et là, on est obligé de tricoter entre la recherche, l'entreprise et l'université. Pas le plus simple, a priori. Monsieur Groens, je me rends compte que je ne vous ai pas posé cette question qui était pourtant évidente aussi. Est-ce que le modèle que vous avez défini sur un champ d'activité bien particulier pourrait être transposable ? Est-ce qu'on pourrait industrialiser la méthodologie que vous mettez en place, mais sur d'autres champs industriels ou pas d'ailleurs ? Industrialiser, je ne sais pas. Transposer sûrement, oui, en partie. Je pense que ce dont on a besoin
c'est d'ouvrir un peu l'université, de sortir sur le monde réel, même si on pense tous qu'on y est. Je pense que de l'autre côté, du côté industriel ou société civile, c'est peut-être un peu plus dur de nous voir comme un monde totalement ouvert. Donc c'est peut-être effectivement d'aller dans des lieux spécifiques, d'aller comprendre réellement les besoins du terrain pour faire remonter effectivement ces besoins et à partir de là voir si ça peut correspondre à des compétences. Effectivement, je suis d'accord, on n'a pas toutes les compétences, mais à certaines compétences du corps universitaire. Je pense qu'aujourd'hui, enfin, ce que j'ai vu en tout cas, c'était plus un système descendant où finalement on allait proposer nos compétences. Je pense que le chemin est encore long pour que certains industriels prennent le temps d'aller piocher dans ces compétences. Donc je pense qu'il faut vraiment aller co-construire des éléments en direct avec eux sur un terrain entre guillemets neutre. Alors pour faire un petit peu de teasing, je crois qu'on a 2-3 exemples demain sur les tables rondes qui montrent que lorsque l'université et le monde industriel se rencontrent, le positif est très vite identifié des deux côtés. Donc c'est peut-être ce lieu de rencontre qui est effectivement à trouver. Alors je vais retenter ma chance de manière un petit peu désespérée vers la salle. Si éventuellement quelqu'un avait une question, une remarque, pertinente ou pas. Non. Je vois Alain Gonzalez qui s'agite et qui a peur. Non, ne regardez pas la porte. Oui. Ah. Si vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Je suis Benoît Latou, donc directeur du CEGIP de l'Université de collègue, et je suis également directeur de notre SAIX, le service de valorisation et de recherche contractuelle. Et alors, j'ai beaucoup aimé la présentation de monsieur. Mais ce qui m'étonne quand on parle d'innovation, c'est quand même entre recherche et formation, on est pour le coup dans deux paysages totalement différents. Parce qu'il faut que je gère les deux. Pour faire écho à la présentation de M. Gonzalez, quand on parle d'innovation en matière de recherche, aujourd'hui, on dispose de ça, c'est-à-dire la Société d'accélération de transfert technologique, qui ont des fonds de notation, l'État nous a permis de les créer, dans le cadre de communes, on les alimente. On dispose de services de valorisation pour des budgets annexes, donc qui ont également des libertés, on va dire, d'innover et d'entreprendre, qui sont supérieures à nos services de formation continue, qui sont bien plus souvent intégrés dans une université. Et là, il y a peut-être quelque chose à penser, parce que les modèles hybrides tels que vous présentez, qui sont essayés de développer, clairement, aujourd'hui, on n'a pas ni les mêmes politiques, ni les mêmes structures en matière de formation et de recherche. Et on a vraiment l'impression que l'un des deux secteurs est laissé pour compte par rapport à l'autre. Et là, il y a quelque chose qui, structurellement, nous pose problème. Clairement, cette innovation en matière de formation, de toute façon, à notre sens, un peu de mal à la penser, parce qu'elle ne passe pas pleinement, je dirais, le cap de nos impératifs budgétaires, nos modes de fonctionnement, les pensées de nos collègues, etc. Et là, il y a des espèces d'obstacles, je pense que vous avez bien soulevé. C'est une remarque qui est. Si je peux me permettre, il a été fait référence tout à l'heure au décret du 30 juin 2015 sur la qualité. Au-delà des aspects purement qualitatifs, il est aussi question de prix de la formation. Et sauf erreur de ma part, dans les critères pris en compte, donc en matière de formation continue, l'innovation est censée être aujourd'hui un critère qui peut être valorisé auprès des financeurs publics. Donc il y a peut-être des choses qui sont aussi à réfléchir et à s'approprier tant du côté des prestataires que vous êtes que des financeurs qui n'ont peut-être pas encore tout à fait franchi le pas sur tous les aspects. Je me tourne vers des personnes qui sont plus compétentes que moi, je n'ai pas dit trop de bêtises. Non. Bon, une autre remarque ou... Non, ben on va continuer alors dans des exemples d'innovation très futuristes. On projette la vidéo avec le son ou sans le son, s'il vous plaît? Oui, merci. Si vous pouvez profiter de la vidéo pour représenter un petit peu le contexte des travaux que vous menez. Donc, depuis 2016, le FCU Littoral-Côte d'Opale s'est engagé à refaire progressivement toutes ces salles de classe. Donc, M. Franck Giuliani, que vous avez rencontré tout à l'heure, nous a demandé de créer des nouvelles salles de classe, d'enlever les classes classiques. Et profitant du fait que je suis architecte, il m'a demandé, et ainsi qu'à l'équipe pédagogique, parce que c'est d'abord aussi un travail d'équipe. Donc l'équipe pédagogique
je crois qu'on a mis des mots. Et moi, j'ai mis des images à tout cela. Donc, les différents mots, donc flexibilité, modularité, vous avez pu voir à un moment donné, il y a des chaises à roulettes colorées qui sont au centre de la pièce, qui permettent de libérer l'espace quand on veut, faire du travail de groupe. Ensuite, on a toujours des postes fixes le long des salles pour que les étudiants puissent avoir accès aux différents logiciels. Et on a une porte coulissante qui n'existait pas. C'était 2 salles de classe différentes. Pourquoi? Pour que soit on utilise les 2 espaces séparément, soit on agrandit l'espace. Et ça permet d'ouvrir et de recevoir plus de personnes lorsqu'on fait des réunions, lorsqu'on reçoit des entreprises notamment. Et donc là, ça c'est l'espace 3D, 9 mètres carrés, dont je vais vous parler après. Et on a aussi fait des cellules, des alcôves, des coworking, où on a mis des écrans qui vont pouvoir être partagés grâce au système le ClickShare, et les étudiants vont pouvoir travailler en groupe. D'accord ? Ensuite, on a fait des espaces de convivialité qui vont favoriser le brainstorming ou l'heuristique. D'accord ? Où c'est plus détendu, c'est pas face à face, on va chercher à trouver l'idée, mais de façon plus détendue. Et face, on peut la remettre, et face, remettre la vidéo. Aussi. Et face à cet espace brainstorming, de convivialité, en fait, on va avoir véritablement donc l'espace 3D virtuel, de réalité virtuelle, où on va modéliser en 3D et l'intégrer après dans cet espace. Et on a aussi également donc un casque de réalité virtuelle. Donc même principe, on modélise en 3D et après on visualise, on s'immerge dans l'espace, dans le futur espace. Si vous voulez, on va mettre les diapos. Oui. Donc, Oui. Donc là, l'espace donné, et là, vous voyez, là avec le casque, on s'immerge dans les projets qui ont été réalisés. Donc ça va être utile à qui? Ça va être utile aux étudiants qui modélisent, qui utilisent la 3D. Ça va être utile aussi pour les enseignants qui ont besoin de visualiser aussi, je sais pas, les mitochondries dans le monde de la biologie. Et ensuite, ça va être aussi utile pour les entreprises, les architectes d'intérieur, dans le bâtiment, pour les agenceurs, tout ce qui est en rapport à l'image. Et après, on s'est dit, oui, mais ça reste plat. On aimerait bien interagir, faire un véritable jeu vidéo. Donc, on a demandé à qui? À des chercheurs qui étaient à l'université, le LISIC, qui est un laboratoire de recherche en informatique. D'accord ? Et donc, grâce à... D'où l'intérêt finalement de l'université, où vous avez directement les chercheurs sous la main, si je puis me permettre. Oui. Et pour travailler et répondre à qui? Eh bien, aux entreprises qui ont des besoins spécifiques. Des besoins spécifiques, notamment pour la formation préventive au niveau de la sécurité. Faire attention, respecter le protocole. Alors, je pense aux usines avec des dangers qui sont présents constamment. D'accord ? Et puis aussi les sociétés de transport qui transportent des passagers. Et donc là, on va essayer de faire des jeux vidéo des serious games, où on va faire des évacuations de personnes et on va voir si les candidats, si les employés respectent bien le protocole et voir où il y a des problèmes. Et donc ce qui est intéressant, c'est que aussi on va rechercher des façons plus faciles pour réaliser tout ça. On va chercher aussi à trouver des solutions. Donc l'entreprise, le fait de visualiser calmement sans danger, va dire, ah ben oui, mais là on n'avait pas pensé à ça, donc on va pouvoir résoudre le problème, j'espère.
Et puis, voilà. Et donc, là, ce que je vais vous présenter, c'est les différents projets qu'on a réalisés. Est-ce qu'on peut parler là aussi de co-construction ou avec l'entreprise, avec le client? Oui. Parce que, en fait, ça va être vraiment un travail d'équipe, de connexion qu'on va faire entre les étudiants, ne pas les oublier, les enseignants, les chercheurs et surtout les entreprises, donc les acteurs économiques. Et donc là, on va être dans ce monde qui est en constante évolution, on va essayer de s'adapter tout le temps à leurs besoins. Et puis dans un univers qui va être coloré, avec ces chaises colorées. Donc là, on voit que là c'est à Boulogne, c'est une autre salle, où c'est un écran tactile géant, connecté. Donc là, pour ceux qui font du code informatique, c'est plus facile que d'écrire avant le code sur un tableau blanc. D'accord ? Et on est toujours en relation, on peut se connecter à Internet, on peut projeter les projets des étudiants. Là, on retrouve encore les alcôves ici, d'accord ? Où on s'isole, on travaille en groupe, on fait du partage d'écran. Et donc, en fait, dans une même salle, on a différents ateliers. Donc, les alcôves, ici, les chaises où on voit qu'on peut disposer en groupe, ici, les ordinateurs et la présentation dans l'écran. Donc, c'est plus l'agencement classique. Est-ce que ces agencements nouveaux, ou le recours à ces outils nouveaux aussi, nécessitent un changement de posture pour les enseignants ou les formateurs? Est-ce que l'accompagnement est le même pour les étudiants ou les stagiaires, finalement, qu'en formation classique? Alors, le retour que j'ai eu des enseignants, il y en a une qui est ici. Dénoncez-la, je sais à qui je vais passer le micro après. Elle me dit, eh bien oui, et notre collègue qui me disait, c'est amusant, ils se sont tout de suite appropriés l'espace. Et notre enseignante qui n'est pas là, Caroline, me disait, eh bien, j'avais plus cette appréhension du face-à-face avec les étudiants, ils sont tout de suite plus détendus. Et là, on rentre aussi dans le fait que maintenant, l'information, la connaissance, elle n'est plus seulement détenue uniquement par le professeur. On a de quoi aller chercher sur Internet l'information, d'accord ? Et donc, c'est aussi comment apprendre à apprendre. Et puis, on va tout au long de la vie, on disait, être en formation continue. Donc, on va devoir s'adapter tout le temps aux nouvelles technologies, aux nouveaux modes, aux nouvelles idées qui vont apparaître. Donc là, ça c'est le projet tel qu'il a été réalisé avant, en modélisation 3D. Ça, c'est l'espace on revient à celui que je vous ai présenté tout à l'heure à Calais, avec l'espace brainstorming, là, l'espace 3D. Ici, les alcôves, et là, la connexion avec l'autre salle derrière. Donc là, voilà, différents agencements, voilà. Et là, ça, c'est un futur projet à Calais, où on va pouvoir moduler l'espace ici sur le côté à la fois donc, de coworking, mais aussi ça va devenir après, quand on retire les chaises, un vidéomaton où on va pouvoir visualiser ce qu'on a dit, comment s'auto-évaluer en fait. Et donc après, vous voyez que à chaque espace, on essaye de créer un design différent, avec une identité différente, mais toujours avec ici l'espace brainstorming, façon pergola, toujours le bien-être au travail. Ici, l'espace informatique, il faut des postes fixes, et voilà. Et donc aussi, ça va être... on va avoir une caméra qui va pouvoir filmer les cours des enseignants et l'enseignant va pouvoir podcaster son cours. Donc là, c'est encore l'espace brainstorming. Ensuite, on a fait une nouvelle salle, on a projeté faire une nouvelle salle donc à Dunkerque, toujours avec le même principe, espace de coworking, les ordinateurs, un espace central modulable. Et là, ce que j'ai appelé le kiosque AID, où on va pouvoir partager, communiquer plus facilement ensemble. Donc là, quelques images. Et alors là, c'est le petit truc en plus. On m'a demandé également
de réaménager la BULCO, la bibliothèque universitaire de l'ULCO, donc littoral Côte d'Opale. Et là, ici, on avait des escaliers ici, hélicoïdaux, qui ponctuaient l'espace. Alors, la toiture, en fait, c'est une énorme vague, l'existant. Et donc, je me suis dit, bah ouais, mais la connexion entre le rez-de-chaussée et l'étage se fait mal. Donc, comment créer une connexion et que ce soit utile? Parce que ce qui est important, c'est d'utiliser des espaces polyvalents. Alors là, bah, cet escalier, c'est un escalier, mais aussi un escalier amphithéâtre où on va pouvoir se poser, les étudiants vont pouvoir discuter ensemble. Et ici, on va pouvoir aussi communiquer, faire une représentation le soir, faire une pièce de théâtre, parce que juste à côté, en fait, on a aussi un espace d'exposition qui se situe à droite. Vous voyez qu'au plafond, en fait, il y a des lumières. C'est des lumières, des tubes à plis blancs, lumineux, mais aussi qui vont être acoustiques. Parce que, en fait, je n'ai pas parlé, mais il y a le confort aussi acoustique qui est important quand on crée des espaces. Je vais vous poser une question très triviale et très basique. Tous ces outils-là, même s'ils sont développés avec les chercheurs de l'université, ça a un coût, c'est un investissement. Est-ce que c'est un investissement qui est lourd pour votre université, qui est porté, il est porté par qui? Par le service formation continue? Il est partagé? Oui, en fait, on a eu la chance d'être aidé par la CCI de Calais, c'est l'industrie de Calais, et donc sans qui le projet n'aurait peut-être pas pu voir le jour. Donc on revient sur des partenariats publics-privés. Complètement. Voilà. Et donc, voilà pour... ouais, je vais le dire aussi. Donc, quelques images de travail. Et ensuite, alors là, le thème, puisqu'on est à une toiture en forme de vague, ben, mon thème que j'ai choisi, c'est la vague. On le retrouve ici au plafond. Et puis, vous voyez qu'en fait, cette vague, avec ces solives en bois, en fait, ça va être des pièges à son, donc toujours pour l'acoustique. On va avoir une sorte de promenade. En fait, c'est comme un village miniature à l'intérieur. Donc avec les promenades, avec ces bureaux fermés pour s'isoler, pour des espaces de coworking où on a besoin de parler plus fort. Ici, alors là, la détente est vraiment importante. Donc des sortes de transats intégrés avec de la végétation, on s'évade, on se repose, on prend un livre et on étudie, on se relaxe. Et ici, eh ben, vous allez faire rêver vos collègues avec l'organisation de votre université. Alors ici, vous avez des œufs. Ici, on est logé dans une matrice et on va pouvoir s'isoler acoustiquement. L'acoustique est très important pour moi, j'aime pas trop le bruit. Donc j'aime bien toujours favoriser la concentration. Mais vous allez faire ma transition avec M. Hanoc, en fait, en parlant de l'OV et revenir vers l'humain. Parce qu'on a beaucoup parlé de technologie, de techniques, de moyens. Et finalement, où est l'humain? Où est l'homme? Enfin, l'homme avec un grand H ou la femme avec un grand F dans cette innovation? Si je peux passer la parole à M. Hanoc, et puis on reviendra après éventuellement. Je ne vais pas y répondre tout de suite. Ça, c'est très désagréable pour moi, mais merci. Oui. J'aimerais revenir simplement sur une petite chose, l'idée de transposition. Cette chose-là qui est revenue dans les échanges. La transposition, à mon avis, derrière la transposition se cache quand même un peu le spectre de l'applicationnisme. Voilà, ce qui est développé donc chez nous en termes d'innovation, comme si elle pouvait donc se transposer, se transférer quasiment immédiatement, de façon automatique, dans d'autres espaces de formation, voire directement dans l'entreprise. Et je crois que les trois intervenants ont bien mentionné le fait que ce sont des choses qui sont dehors à la fois de la pratique, de l'expérimentation. J'ai cru entendre parfois peut-être le mot bricolage, des choses comme ça, ou de l'artisanat. À mon sens, si on revient aussi à ce qu'est l'innovation, il y a cette part aussi de l'artisanat qui apparaît. Alors, quant à la question de l'humain, moi, je pense que derrière l'artisan, il y a l'humain, il y a ça. Les trois intervenants ont à chaque fois mentionné l'importance de l'humain en tant qu'occupant l'espace, en tant aussi qu'ouverture vers d'autres domaines que des domaines techniques, les sciences humaines et sociales. Et ce qui est intéressant dans ce qu'on peut appeler le paradigme de l'innovation, c'est le retour en force de quelque chose
qui est l'humain dans ses usages. Hein, l'usage que peut faire l'être humain des outils qui sont mis à sa disposition. Donc comme si, dirais-je, un peu cette grande vague de technocentrisme était un peu passée pour réintroduire l'humain dans sa complexité. Et l'innovation, à mon sens, ça peut être ça. Quelque part, comment l'humain s'approprie son environnement. J'ai beaucoup aimé l'exemple de cette mise en immersion dans cet univers un peu sauvage. Comment est-ce qu'il s'approprie cet environnement? Laurence aussi l'a bien montré. Ce qui est construit, ce qui est projeté part aussi donc de l'humain. Laurence l'a mentionné aussi à l'instant. Alors, à mon sens, si on s'intéresse plus spécifiquement à l'enseignement, à l'information, j'ai vu un message de Laurence que je salue, là, de nouveaux modes de travail pour les enseignants et les formateurs. C'est finalement introduire donc l'humain, notamment via la question des outils. Autrement dit, en d'autres termes, on a vécu cette grande vague où arrivaient des outils institutionnels, les plateformes, les ENT, etc., etc. Un mouvement s'opère, à mon sens, de fond actuellement, qui est l'intégration des outils et des modes de travail communs, c'est-à-dire ceux que nous utilisons dans le quotidien. On sait pertinemment que nos étudiants, nos stagiaires, utilisent dans des espaces institutionnels les outils du commun, Facebook, YouTube, Twitter, etc., etc. Et ces usages sociaux s'implémentent de façon durable dans les espaces de formation. Mais plutôt que d'y voir une espèce de parasitage, moi je pense qu'il y a ici un import, une exportation si vous préférez, de cette part sociale dans la formation. Et l'innovation n'est-elle pas non plus, à mon sens, que de prendre en compte ces nouveaux usages, ou ces usages sociaux, et d'analyser un peu ce qui peut se passer à la fois en termes de porosité, c'est-à-dire l'utilisation d'outils sociaux, mais aussi à la fois derrière cette porosité la spécificité de ces usages. Il est évident que vouloir innover en introduisant un Facebook dans une salle de classe de cours n'a aucun sens. C'est pas l'artefact qui est nouveau, c'est pas l'outil qui est nouveau, c'est l'usage et les dimensions humaines qui sont présentes. Donc la question, oui, de la présence de l'anthropologie, par exemple, est quelque chose qui est formidable parce qu'on fait éclater donc, les cadres disciplinaires un peu rigides dans nos structures scientifiques, universitaires. On fait éclater un peu ça et apparaît quand même cette culture de la pluridisciplinarité. Là. Et Laurence l'a mentionné à l'instant, c'est-à-dire que les projets qui ont été construits chez nous sont des projets qui se veulent pluridisciplinaires, où interviennent à part égale ingénieurs, enseignants-chercheurs, mais aussi donc les étudiants ou les stagiaires. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. J'ai pris ce chemin du détour, mais parce que derrière le mot transposition, c'est quelque chose qui est sensible pour moi en sciences de l'éducation, il y a derrière ça un peu le spectre de l'applicationnisme, comme si ce que nous allions développer chez nous allait pouvoir faire l'objet d'une transposition immédiate et miraculeuse dans d'autres domaines. Vous avez peut-être répondu à la question du modèle intégratif de M. Groens, en fait. Je ne sais pas. Mais donc la question sur la place de l'humain devrait trouver sa réponse incessamment sous peu. Écoutez, il est peut-être temps de retenter sa chance avec la salle pour savoir si vous avez des expériences à faire partager ou des réactions éventuellement. Alors, je dois avouer que d'ici, j'ai un peu de mal à voir, mais j'ai l'impression que... Sinon, je vais peut-être me retourner vers vous, M. Prévost, par rapport à ce que vous m'avez dit, mais on va revenir sur des questions, là aussi, un petit peu plus basiques, qui sont d'ordre plus financier. Comment valoriser ou transformer l'essai de l'innovation, en fait, sur le marché, entre guillemets. Alors, en fin de compte, je vais vous apporter un petit témoignage. Nous avons été amenés, dans les 2 dernières années, avec le service de formation continue de notre université, l'Université de Bretagne Sud, à répondre à des appels d'offres qui montaient à, en l'occurrence, quelques millions d'euros pour la formation continue des entreprises. Et on s'est heurté à un certain nombre de difficultés, parce que faire de la formation initiale, innover, bon, même si c'est difficile, on essaye de faire, mais à partir du moment où on veut se placer sur le marché, là, on arrive en confrontation avec la vraie vie, c'est-à-dire celle des entreprises qui, elles, peuvent aussi avoir des offres.
Donc un certain nombre de difficultés sont apparues. La première difficulté, c'est que dans la discipline qui est la mienne, il n'y a pas de formateur, ni en entreprise, ni dans les universités. Donc on forme des étudiants, on forme des entreprises, et en même temps on forme nos propres formateurs. Ce n'est pas le cas dans toutes les disciplines, mais en tout cas c'est le cas dans celle-ci. Ce qui veut donc dire qu'aujourd'hui tout le monde tourne autour du problème, c'est où sont les formateurs pour former les entreprises dont elles ont besoin pour résoudre leurs problèmes de cybersécurité. Ça veut donc dire que si on ne fait pas des deals très clairs avec des entreprises qui acceptent de le faire avec nous, à travers des partenariats, eh ben c'est pas possible. Donc, ces entreprises, elles fonctionnent avec le prix du marché. Vous avez compris. Je ne développe pas plus. Le deuxième problème, c'est lié à la crédibilité que nous avons à nous positionner sur le marché privé avec un opérateur qui est public et qui a les règles du jeu du public, qui a par exemple le code des marchés publics, qui fait que lorsque l'on veut consulter des partenaires entreprises, eh bien, le directeur général des services nous explique que le code des marchés publics, ça existe, et que pour consulter, eh bien, voilà, il y a des règles du jeu, il faut faire un cahier des charges, lancer une consultation, etc. Enfin, en 2 mots, un process qui dure 9 mois, alors qu'il faut répondre pour demain. Voilà les 2 témoignages courts que je voulais porter à votre connaissance, qui montrent que l'innovation, c'est bien, mais le modèle du transfert est encore à construire. Ça pourrait presque faire une conclusion si personne ne veut se jeter à l'eau, ou alors je vais rejeter le micro dans la salle, et puis celui qui le ramassera. Gaëlle, toi qui es la maîtresse de l'organisation. A priori, nous avons fait le tour de la question des intervenants, et la salle semble avoir acquiescé, à défaut de questionner. Ouais. Ah. Je voudrais déjà remercier les intervenants pour les présentations qui ont été faites, parce que je trouve qu'elles ont des points tout à fait communs qui doivent nous aider évidemment à réfléchir à comment développer nos activités pour répondre aux besoins économiques et aux besoins de la société. Et je trouve qu'il y a notamment un centrage sur la recherche dont on doit nous tirer un certain nombre de conséquences, parce que le lien entre les services de formation continue et les enseignants-chercheurs, l'appui sur le développement d'actions à destination des entreprises avec les différents domaines qui ont été évoqués dans la cybersécurité sont des points importants qu'il faut que l'on renforce de plus en plus, parce que, on le sait, l'évolution des métiers est quelque chose de quasi permanent. On est sur des nouvelles compétences qu'il faut intégrer très vite. Ça nécessite, et je reviens sur notre collègue de Paris 13, que je le suis complètement, je crois que c'est aussi la question de notre agilité, de l'agilité de nos organisations pour répondre à ces besoins-là. Donc je suis toujours à penser que cette agilité, elle doit aussi s'imaginer par des organisations et des structures qui ne répondent pas forcément au cahier des charges de notre navire amiral, mais ça on sait que c'est un point sur lequel je suis moi très engagé, mais je crois que c'est une vraie réflexion à avoir sur ces nouveaux domaines qui s'ouvrent à nous, le lien avec la recherche, le rôle de passeur des services de formation continue vers l'entreprise. C'est des facilitateurs, je dirais, de réponse à des besoins qui s'expriment dans les entreprises. Ça se fait avec les enseignants-chercheurs, mais en même temps sans agilité, sans capacité à réagir vite, je crois qu'on n'y parviendra pas. Donc on est vraiment au cœur de l'innovation au sens multiforme, qui va, je pense, nourrir nos débats à partir dès ce soir, mais à partir de demain matin également. Et ce n'est pas moi qui ai commandité l'attaque. Je nierai l'avoir fait. La négation n'est pas forcément une preuve. Mais... Eh bien, donc, un grand merci à Charles Préau, Yves Groins, Laurence Dubois, François Anoc, qu'on peut applaudir. Merci.